Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la FENVAC, Éclat de vie. Aujourd'hui, on est accueillis par Caroline Mayer qui est psychologue, psychothérapeute et qui pratique l'art-thérapie et qui va du coup pouvoir nous expliquer en quoi consiste ce type de prise en charge. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis ici. Qu'est-ce que c'est finalement l'art-thérapie ? L'art-thérapie, si on prend l'exemple avec l'écriture, ça va pas être de faire du beau ou du bien ou du joli ou du bien écrit, ça va être d'utiliser le médium artistique dans un but thérapeutique. Puisque c'est une psychothérapie, donc comme les autres formes de psychothérapie, on va avoir cette idée de processus de création qui va se transformer dans le temps et le but, c'est pas la technique, donc c'est bien de s'exprimer. L'idée étant de transformer la production au fil du temps, s'inscrire dans un processus au moins à moyen terme, quoi. D'accord. Et donc vous, actuellement, vous proposez des séances d'art-thérapie avec l'écriture. Il y a d'autres moyens, j'imagine, que l'écriture pour faire de l'art-thérapie. Qu'est-ce qu'on peut trouver, par exemple, comme forme d'art-thérapie ? Tous les médiateurs artistiques sont les bienvenus. Ce qui est souvent très représenté, c'est les ateliers d'art plastique, donc tout ce qui va être peinture, dessin, sculpture. Le théâtre aussi est très représenté en art-thérapie. La danse, le collage, les contes, les marionnettes. En fait, tous les médiums artistiques peuvent être utilisés et intégrés dans le processus art thérapeutique. Dans mes cours de psychologie, on a étudié la sublimation, qui est un processus qui, quand on a une émotion très forte, en général négative, qu'on peut pas exprimer en société, on va dire, comme par exemple une très grosse colère, l'envie de tuer quelqu'un, et bien on va transformer cette énergie en quelque chose de positif, en tout cas de bien vu au niveau de la société, en faisant par exemple du sport ou du coup de l'art plastique, de l'art de manière générale, et ça va permettre de défouler les émotions qu'on a, qui sont rentrées, qui sont pas forcément très acceptables. Ça reprend un peu ce truc-là du coup. Oui, ça reste aussi une partie de la thérapie, puisque l'idée, c'est de pouvoir avoir un accès à son inconscient de façon tolérable par le conscient. Donc la sublimation, elle aide à ça, puisque l'art va venir transformer ce qui est pulsionnel et ce qui n'est pas acceptable en une production qui va l'être parce qu'il y a le filtre de la fiction et de la créativité. L'art-thérapie va être efficace et va trouver aussi son intérêt thérapeutique dans ce qui va se passer avec le groupe. Par exemple, dans le cadre des ateliers, l'art-thérapie peut aussi être pratiquée en individuel. Souvent, on parle de triangulation en art-thérapie, c'est-à-dire que là où dans une thérapie classique, on est dans un face-à-face entre le psy et le patient, là, il y a un effet de triangulation, patient, production, thérapeute, patient, production, groupe. Il y a quelque chose qui circule différemment de ce qui peut se passer dans une consultation en face à face. Il y a derrière ça tout un processus pour que les symptômes se calment ou disparaissent totalement. Mais comment est-ce qu'il y a des exercices qui sont proposés ? Comment est-ce qu'on avance dans la thérapie, en art-thérapie ? Il y a peut-être autant de façons de proposer un atelier qu'il y a de thérapeutes. C'est pas du tout pour discréditer l'art-thérapie parce qu'il y a bel et bien un squelette, on va dire, d'une pratique à l'autre. Je vais parler de ma façon de faire. Et en écriture, ça va être hyper niché ce que je vais vous proposer. Mais donc je travaille avec l'écriture et mon angle, c'est de travailler avec la contrainte. Ça peut paraître comme ça un peu paradoxal, surtout dans le travail avec les victimes, et avec les patients qui sont traumatisés. Il n'y a pas contrainte plus forte qu'un événement traumatique.
où vraiment il y a cette dimension de subir absolument ce qui est en train de se passer. Donc l'idée, c'est pas d'appuyer sur le sentiment d'impuissance avec des contraintes fortes en atelier. Néanmoins, il me semble que la consigne de départ, ce que j'appelle aussi contrainte, elle peut être moteur à la productivité. La liberté, l'espace, la page vide, trop d'espace, trop de volume, c'est vraiment pas cadrant, ça n'aide pas du tout à structurer le psychisme. Donc, comment je travaille en art-thérapie ? Je travaille avec la contrainte. Par exemple, quand on est au tout début du processus, imaginons que c'est la première séance, je vais pas donner une consigne trop ouverte. Parce qu'il faut faire diversion, je vais pas non plus donner une consigne témoignage. C'est-à-dire, on dit qu'il faut parler du trauma et qu'il faut verbaliser. Enfin, on dit beaucoup, pas que, mais on dit aussi beaucoup ça. En art-thérapie, comme c'est médiatisé, on va pas du tout dans le littéral, on va pas du tout dans le témoignage, on passe par cette triangulation et on n'y va jamais direct. Donc, premier atelier, souvent je propose des consignes issues de l'Oulipo, ultra contraignantes, qui apparaissent comme des défis d'écriture, où la personne va pas du tout penser à sa problématique en fait. Elle va être tellement happée par la contrainte technique que les choses vont venir finalement transparaître dans l'écriture, mais mine de rien. C'est l'inconscient qui va venir imprégner, si vous voulez, la page, et c'est le meilleur moyen pour que ça s'exprime. Ça se fait sans douleur, en fait. On essaye. Si l'art-thérapeute joue avec ses consignes et ses contraintes d'écriture, en l'occurrence, c'est là où on va venir travailler sur le processus, la flexibilité psychique de la personne. Et on sait que le trauma, il aime pas ça. Hein, quand on vient travailler un thème, puis un autre, quand c'est comme ça, c'est super. Quand la personne s'approprie la médiation pour son propre compte et d'une façon qui devient du coup artistique et pas à visée thérapeutique, c'est génial. Pour ce qui est du temps, c'est comme les psychothérapies, c'est difficile de répondre, ça dépend du motif de consultation, ça dépend de l'intensité des symptômes, ça dépend de tellement de choses. Souvent, l'art-thérapie, que ce soit l'écriture ou d'autres médiations, c'est souvent couplé avec des psychothérapies classiques. On est vraiment dans l'indicible, dans le tabou, dans le parler de la mort, il n'y a pas de mots, parce que le langage... je crois que c'est Primo Levi qui disait ça. C'est un langage de gens qui sont pas traumatisés. Je trouve que dans le trauma, il y a une indication vraiment intéressante et spécifique parce qu'elle permet de faire avec l'indicible, y compris avec l'écriture. Parce qu'avec l'écriture, on va pas demander à la personne de dire ce qui lui est arrivé. Ça va sortir malgré elle, de toute façon. Le trauma, il traverse tout, dans tous les sens, partout. Mais on va pas lui demander de poser des mots sur le trauma. On va lui demander de poser des mots sur autre chose. Et c'est cette façon de poser des mots sur autre chose qui va lui permettre, à un moment donné, de récupérer son langage, quoi. Et du coup, est-ce que l'art-thérapie, c'est un type de thérapie qui pourrait convenir à tous les patients ? Il y a un premier entretien d'indication qui doit se faire normalement. Ça doit se faire comme ça. Il faut que la personne ait un goût quand même un petit peu pour l'art. Faut que la personne soit, si c'est un atelier, à même de supporter un groupe. Il faut que les symptômes soient compatibles avec le fait d'être avec d'autres personnes. On a une représentation de l'écriture en art-thérapie qui n'est pas juste. On s'imagine que on va retourner à l'école, qu'il peut y avoir un truc comme ça, un peu rébarbatif. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans l'indication pour la médiation. Et puis il peut y avoir aussi des surprises. Donc faut poser le truc tout de suite et dire on n'est pas à l'école. Il y a des choses à expliquer à ce premier entretien avant de se lancer dans le processus. D'accord. Et alors, est-ce que ça arrive que des patients ayant vécu on va partir dans le trauma du coup, ayant vécu un traumatisme, aient un déclic et se disent « Ok, j'ai envie d'essayer l'art ». Peut-être que dans ce déclic, quand il arrive, il y a ce que décrivait aussi un Primo Levi. Parce que Primo Levi il parle de ce mouvement-là, de l'écriture dans Si c'est un homme et comment l'écriture
l'a maintenu dans le mouvement de la vie. Et je pense que la médiation artistique, de pratiquer un art, ça contribue à se défiger du trauma. Le trauma, ça fige, le trauma, ça frise, ça empêche le mouvement psychique, ça empêche le mouvement du corps. Et l'art, je trouve que c'est un très bon antidote à ça, parce que ça vient répondre complètement à ce truc figé et sidéré qui est lié au choc traumatique, quoi. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'art-thérapie ? Par où on s'y prend pour se lancer dans l'art-thérapie ? Peut-être déjà se demander le sens que ça a pour soi, comme quand on engage n'importe quelle thérapie. Se demander si on veut être en groupe ou tout seul, parce que ça va définir aussi vers quel thérapeute et vers quel établissement vous allez vous diriger. C'est souvent du groupe, hein. C'est plus souvent du groupe que de l'individuel, mais l'individuel est aussi proposé. Quelle médiation artistique ? Il y a un aspect plaisir très important en art-thérapie. Néanmoins, ça peut être désagréable, comme peut être désagréable n'importe quelle psychothérapie. Il y a des moments où ça brosse pas forcément dans le sens du poil. Il y a des moments où le trauma montre le bout de son nez, et puisqu'il est là, même s'il y a ce filtre de la fiction, il y a des moments où faut un petit peu s'accrocher. Dans le cadre des personnes qui ont été victimes d'attentats ou qui ont été victimes tout court, je crois qu'il y a une dimension quand même psychotrauma pour le thérapeute qui reste importante. Même si on va pas venir aborder le trauma de façon littérale, ça me semble quand même important que le thérapeute soit formé au psychotrauma et à la victimologie, qu'il sache quoi faire et qu'il sache comment lire les choses, en fait. Est-ce que dans l'art-thérapie, comme vous la pratiquez, comme quand c'est en groupe, il y a des moments quand même où vous voyez les patients que face à face pour pouvoir peut-être échanger sur l'évolution ou sur certains points qui pourraient être bloquants, par exemple ? Là aussi, il y a plusieurs façons de faire, mais vous pouvez, en fonction de la problématique du patient, mettre en place un point toutes les 10 séances pour savoir ce qu'on fait, si ça va pas. La nécessité, c'est de le faire avant de commencer et au moment où ça se termine. Pour voir l'évolution. Oui. Et puis, pour boucler les choses vraiment, pourquoi ça se termine, qu'est-ce qui fait que la personne veut partir ou évalue que ça va mieux. C'est important de le dire en face à face, quoi. D'accord. Et du coup, dans la prise en charge en groupe, est-ce qu'il y a un aspect un peu groupe de parole où les gens vont peut-être échanger sur ce qu'ils ont vécu ou pas forcément ? Enfin, comment ça se passe dans une dynamique de groupe en général ? Si ça part en groupe de parole, ou si ça part en échange un peu spontané, c'est au thérapeute, à l'art-thérapeute, d'être vigilant. Justement, ce n'est pas un groupe de parole. Pour ne pas que ça devienne un groupe de parole et pour que absolument le ressenti ou les choses soient exprimées par le biais du médiateur artistique. L'idée, c'est pas de couper la parole ou de couper court à l'échange qui est en cours, mais essayer de le transformer, d'intervenir pour que l'échange se fasse plus sur le texte. Pour les victimes d'attentats et d'accidents collectifs, c'est important de fournir des documents au fonds de garantie pour avoir le droit d'être dédommagés à la hauteur des préjudices subis lors de l'événement qu'ils ont vécu. Et donc, pour agrémenter ce dossier, on leur demande de récupérer des documents auprès de leurs praticiens qui attestent qu'ils ont bien fait une thérapie, combien de séances, combien de temps. Mais est-ce que du coup, il y a des praticiens qui peuvent faire de l'art-thérapie sans être reconnus comme étant psychologues ? Alors ça, c'est un autre paramètre pour choisir son thérapeute, du coup, quand on a été victime de ce type d'événement. Parce qu'on peut tout à fait être art-thérapeute sans être psychologue. Quand j'ai fait ma formation, on était moitié-moitié, on va dire. Moitié venant de la psycho, l'autre moitié venant du monde artistique. Beaucoup d'artistes qui voulaient faire du soin, beaucoup de soignants qui voulaient intégrer l'artistique dans leur pratique. Les productions appartiennent complètement aux patients. Absolument jamais au thérapeute. De toute façon, nous, en général, on invite les victimes à se rapprocher de leurs praticiens pour avoir des documents, comme vous disiez, l'évaluation, en fait, qui montre comment c'était avant et après, voir l'évolution qu'il y a eu entre les deux, et puis des documents sur lesquels on peut se référer
avec des chiffres en fait, enfin quelque chose de plus concret. Merci beaucoup, moi j'ai appris plein de choses, je trouve ça Avec hyper plaisir. intéressant comme Moi aussi. comme approche, vraiment c'est ouais, non mais c'est top. Ouais. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soin. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.